Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette dernière table ronde de la journée économique consacrée au Maroc. Je vous remercie d'abord les courageux qui ont tenu depuis ce matin, et puis je remercie les derniers arrivés qui viennent pour la table ronde de ce soir, que nous démarrons pour discuter des acteurs de la philanthropie au Maroc. Je m'appelle Augustin Debiès, je suis fondateur d'une société Equanity qui est spécialisée sur le financement de projets philanthropiques et de l'économie solidaire. Et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde autour de laquelle se réunissent donc Alexandra Balafrej, directrice générale de la Fondation Alliance, fondation du groupe Alliance et de son fondateur Alami Lazrak. Inde Tarji, qui est directrice des relations marocains du monde à la Fondation Banque Populaire. Vous êtes aussi journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur le monde arabe. Karima Benabderazik, vous êtes directrice de la communication de BMCI, la filiale du groupe BNP Paribas, et directrice générale de la Fondation BMCI, secrétaire générale. Et Samia Midouche, vous êtes secrétaire générale de la Fondation Société Générale Maroc, fondation jeune puisqu'elle a été créée, je crois, il y a 2 ans au Maroc. Et donc nous nous réunissons après cette journée consacrée au développement économique du Maroc pour parler de ce secteur particulier de l'économie qui est celui de la philanthropie. Et j'axe volontairement tout de suite les choses sur l'aspect économique de la discussion que nous allons avoir, puisque la philanthropie, depuis une dizaine d'années, et le Maroc ne fait pas exception à la règle, a connu un développement extrêmement fort depuis le début des années 2000, de façon très différente aux différents endroits du monde, mais qui se retrouve de façon quand même claire dans toutes les zones et dans tous les pays. Plusieurs raisons expliquent cela. La multiplication des crises sociales, économiques et politiques est l'une de ces raisons. Et la philanthropie apparaît de plus en plus comme l'un des moyens de répondre à ces crises, fussent-elles sociales, économiques et peut-être même politiques, en amenant des partenariats publics-privés d'un nouveau genre. Et la philanthropie, elle est aujourd'hui, c'est vrai, peut-être même attendue sur sa capacité à rééquilibrer un monde qui se déséquilibre. Et en parler au Maroc, c'est en parler au sein d'un pays qui bénéficie d'un terreau extrêmement favorable à cette philanthropie. Et c'est la première question que j'aimerais vous poser, Samia, c'est dans quel contexte historique et culturel s'inscrit cette philanthropie? Bon, d'abord, je voudrais préciser que la philanthropie rentre dans un cadre, je dirais, religieux, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que ce que l'on appelle zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, est le 3e pilier de l'islam. Et chaque bon musulman est tenu de reverser 2,5% de son capital acquis au cours de l'année à des actions sociales. Donc c'est des sommes très importantes qui, pour tout bon musulman, alors là-dessus, bien sûr, la philanthropie existe, mais il s'agissait de la professionnaliser davantage. Alors, à l'avènement du roi Mohamed VI, l'action sociale a été mise véritablement en avant, dans la mesure où l'on a considéré que l'action sociale était véritablement quelque chose de très important pour lutter contre la précarité, la pauvreté et tout le pendant, c'est-à-dire tout ce qui est violence et tous les problèmes que nous connaissons. Et toute cette philanthropie doit agir pour contrecarrer cela, notamment dans les quartiers défavorisés. À ce sujet, donc, il a été créé de façon successive 4 fondations. La première, c'est la Fondation Mohamed V pour la précarité, qui brasse des sommes très très importantes parce qu'elle est financée par de nombreuses institutions. La Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Ensuite, beaucoup plus récemment, la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus. Plus un certain nombre d'actions sociales qui ont été faites à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, qui avait mauvaise presse, mais qui est devenu aujourd'hui un acteur essentiel dans la lutte contre la précarité, notamment au sein de l'INDH. Donc un certain nombre de projets sont agréés par l'INDH, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais toute une action a été articulée de façon à professionnaliser cette action sociale. Donc voilà, je pense que j'ai... Ces fondations de la famille royale et ces fondations... Non, ce ne sont pas des fondations de la famille royale. Ce sont des fondations qui ont été créées à l'initiative du roi lui-même et sous le patronage express de Sa Majesté lui-même pour donner toute son importance. Mais elles ont des fonds privés et elles font aussi appel à la générosité du public, notamment à travers les badges. Je crois que tous les Marocains connaissent les petits badges jaunes pour l'aide contre UNI, pour aider les démunis. C'est des badges à 10 dirhams qui sont vendus un petit peu partout dans toutes les agences bancaires et qui donnent l'impression à chaque Marocain d'adhérer, même pour 10 dirhams, d'adhérer et de faire de la pauvreté et de la précarité une cause véritablement nationale.
Vous avez répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser, Pardon, qui était... pardon. Non, mais je vous en prie, c'est parfait. Pardon. Est-ce qu'elles sont un vecteur de promotion et de développement de la philanthropie, ou est-ce qu'elles peuvent être aussi, par certains aspects, un frein à la philanthropie qui pourrait s'exprimer dans d'autres circonstances? Non, elles ne sont pas un frein, c'est un complément, puisque par le fait qu'il y a un patronage du roi lui-même, ça dénote un professionnalisme et aussi que les fonds servent véritablement à qui de droit. Mais cela étant, je tiens à préciser que le secteur associatif et les ONG, j'étais moi-même étonnée parce que je suis allée chercher le chiffre, au titre de 2008, c'était 4500 associations caritatives au sein du Maroc, marocaines. 4500 aujourd'hui, donc en 2008, aujourd'hui, on peut tabler sur 6000 associations sociales. Tout le monde veut contribuer et bon, il y a un petit peu de culpabilité, un peu de religion et un peu de façon de s'accomplir. Tout le monde y va de sa petite association et de ce point de vue-là, peut-être sans empiéter sur ce qui va être dit, d'où un besoin d'une meilleure professionnalisation. Parce que c'est un petit peu tout azimut et on a besoin de se professionnaliser un petit peu plus. À ceci vient de s'ajouter, excusez-moi, tout ce qui est action par le biais de la communauté européenne et ainsi que d'un certain nombre d'organismes européens, essentiellement européens, français, avec des fonds qui viennent, Suisse, par SOS Village d'enfants, comment dirais-je, Care Maroc, puisque nous avons un représentant. C'est international, mais c'est chapeauté par Care France, parce que c'est encore qu'une antenne, donc c'est chapeauté par Care France, etc. Alors justement, dans ces éléments récents, dans cette évolution, Alexandra, de la philanthropie, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui émergent et est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle typologie de la philanthropie marocaine qui est en train de se dessiner? Oui, je pense que pour rebondir sur ce que disait Samia, c'est vrai qu'on peut peut-être aujourd'hui distinguer, alors sans faire de typologie trop grossière, mais il y a évidemment toute la philanthropie individuelle, ancienne, fondée sur les vecteurs culturels, religieux dont Samia a parlé, avec les grandes campagnes de solidarité de la Fondation Mohamed V, mais le Maroc a eu ses télétons, son site d'action, donc il y a des élans de générosité et d'appel à la générosité publique et de tout citoyen, avec une philanthropie très discrète, me semble-t-il, individuelle. Donc ça serait peut-être une première catégorie qui est ancienne et qui perdure bien sûr aujourd'hui. Il y a évidemment le cas des fondations étatiques et royales, que l'on peut qualifier de royales, qui structurent beaucoup le champ social et l'intervention de proximité. Il me semble que le Maroc, au moment d'une forte croissance de sa société civile, du nombre d'ONG dont parlait Samia, en même temps a vu une nouvelle catégorie de philanthropes émerger, beaucoup d'acteurs privés, de particuliers qui, dans les années 90 ou au début des années 2000, ont fait le choix de se lancer dans la vie associative, de créer des structures qui sont là pour proposer des solutions alternatives à celles ou complémentaires à celles proposées par l'État ou par les entreprises elles-mêmes. Et on a vu de grandes fondations émerger, la Fondation Orient-Occident, la Fondation Zakura, tout ça c'était la fin des années 90, et des fondations également autour de familles ou de grands entrepreneurs aux grands commis de l'État qui ont souhaité proposer encore une fois des solutions alternatives à des questions sociales. Je pense évidemment aux fondations Rita Zniber, Fondation Miloud Chaibi, la Fondation Karim Rabrani pour l'ensemble Nejarine ou la Fondation Kbej. Beaucoup d'acteurs comme ça philanthropiques qui ont souhaité structurer le champ social par leur intervention. Et ensuite, ou plus ou moins en même temps, me semble-t-il, a émergé la philanthropie d'entreprise au Maroc, avec les banques qui ont été pionnières, et elles sont bien représentées ce soir.
et avec historiquement la Banque Populaire, mais la BMCE aussi, avec son programme Edersat qui est très, très original, et également des acteurs publics, avec la Fondation ONA, la Fondation, plus tard, la Fondation CDG ou l'OCP aujourd'hui. Voilà, moi c'est un petit peu l'analyse. Alors évidemment, il y a les acteurs de la philanthropie, je dirais, étrangers, importés, qui via leurs antennes, via des associations qui sont de droit étranger, qui sont opérationnelles au Maroc. Bon, je les mets dans une catégorie un petit peu à part, mais voilà. Et comment s'organise l'action philanthropique de ces différents acteurs entre eux? Est-ce qu'ils sont spécialisés sur certains secteurs? Est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent exister entre des fondations d'entreprise, des fondations créées par des familles ou par des personnes? La plupart de ces organisations, fondations d'entreprise ou fondations, je dirais, familiales, individuelles, ont évidemment des champs d'action très précis et en tout cas délimités pour la plupart. C'est ce qui fait, me semble-t-il, à la fois l'intérêt et l'efficacité de leur action sur le terrain. Je ne sais pas si c'était ça répond à votre question. Ça répond en partie à ma question, qui était aussi, est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent exister effectivement entre ces philanthropes historiques, on va dire, que vous décriviez, et puis ces nouveaux entrants, que sont notamment les fondations d'entreprise, sur des actions de terrain qui pourraient être conduites en commun? Alors, moi, je vais laisser mes collègues répondre aussi, mais à mon avis, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Je pense qu'on se disait nous-mêmes tout à l'heure qu'on ne se réunissait pas assez, qu'on ne se parlait pas assez, qu'on a besoin d'aider. Ce type de manifestation nous permet aussi d'échanger et de, à mon avis, faire mûrir le secteur de la philanthropie. Maintenant, on a des collaborations entre ONG. Pour parler pour ma propre paroisse, nous travaillons avec beaucoup d'ONG. On est en relation avec la Fondation Occident, pour ne citer qu'elle, avec de nombreuses ONG, petites et plus importantes, sur le terrain. Donc il y a de la collaboration, il n'y a peut-être pas assez de complémentarité, de synergie, en tout cas recherchée de manière proactive, à mon goût. Inde, en préparant cette table ronde, vous me disiez que vous aviez noté 2 changements majeurs dans le comportement philanthropique dans le pays. Un autour de la notion de l'image et l'autre autour de la notion du retour sur l'investissement philanthropique. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de ces 2 notions? Oui, mais je voudrais, avant cela, revenir un petit peu sur l'évolution de la philanthropie au Maroc et en quoi l'évolution de cette philanthropie renvoie une image de l'évolution de la société marocaine. Et ce qui s'est passé sur la scène de la société civile marocaine est particulièrement intéressant. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et il faut revenir sur la manière dont la société civile marocaine a occupé le champ à partir des années 80. Et à travers l'investissement qui a été fait de ce champ par un certain nombre d'acteurs, on décèle une transformation un petit peu des mentalités et une action de prise en charge des citoyens par eux-mêmes. Et ça, à mon sens, est extrêmement intéressant, parce que ce que nous avons vu, parce qu'en fait, avant la philanthropie, il y a les acteurs associatifs. Les acteurs associatifs, et ces acteurs associatifs sont aussi ne sont pas, je veux dire, les premiers acteurs associatifs qu'on a vu occuper de manière très ciblée le champ social sont des personnes qui ont investi, le champ associatif après avoir, d'une certaine manière, déserté le champ politique traditionnel. On retrouve dans la société civile, enfin dans la mise en place de cette société civile, beaucoup d'anciens militants qui ont préféré finalement travailler
sur le terrain, en direction des populations, plutôt que rester dans une action politique traditionnelle. J'allais vous demander, ça veut dire que la philanthropie est une action politique ? Pardon ? Est-ce que la philanthropie, du coup, est une action politique ? Mais il y a toujours une dimension politique dans la philanthropie, ça c'est évident, c'est pas le même type d'engagement politique, mais il y a une dimension politique certaine. Et donc au niveau donc, de ces acteurs associatifs, en occupant le champ, ont, à mon sens, amené aussi le pouvoir à investir le social d'une autre manière. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a toutes ces fondations qui ont été créées à l'initiative du souverain, mais en parallèle, il y a eu toute cette occupation du terrain par ces acteurs et qui ne sont pas n'importe quel acteur. Et là aussi, il y a eu une transformation justement de la démarche philanthropique. Samia disait avec raison, rappelait avec raison tout à l'heure la dimension culturelle de la philanthropie dans une société musulmane comme la société marocaine, dans la mesure où il y a à la base l'obligation religieuse. Ça, c'est très important de souligner le fait que donner aux nécessiteux n'est pas simplement un acte de charité, c'est une obligation. Vous devez de le faire et vous devez de le faire d'une certaine manière. D'accord. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est vrai que les philanthropes, les mécènes traditionnels fonctionnaient d'une manière qui est différente de celle qui est celle des philanthropes actuels, dans la mesure où ce sont des gens qui fonctionnaient dans l'anonymat le plus absolu. Parce que et ça, c'est une dimension qui est très importante. Le don, la zakat n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est totalement anonyme. On ne doit pas savoir. Donc, il y a toujours eu des donateurs. Mais ces donateurs travaillaient dans l'anonymat le plus absolu. Et puis, on était peut-être aussi beaucoup plus dans l'acte de charité, la charité pure quelque part. Je veux dire, on donnait aux nécessiteux, ou bien on allait construire. Bon, ça, c'est pas de l'acte de charité, mais enfin, on reste un petit peu dans la même démarche. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans une autre démarche, dans la mesure où on veut donner aux personnes la possibilité de se prendre en charge. Donc, on travaille sur des projets. On travaille sur des projets et là, il y a, comme je vous disais, il y a une transformation de cette démarche philanthropique qui traduit la transformation du citoyen marocain qui cesse d'être dans une attitude de passivité. C'est-à-dire qu'on a le passage du sujet au citoyen. Et je pense que ça, c'est une dimension qui est très importante. Très intéressant. Est-ce que justement, du coup, le rôle et l'enjeu pour les nouveaux entrants, que sont les entreprises, dans ce contexte riche et dans cette évolution de la société telle que vous la décrivez, Karima, est-ce que la fondation d'entreprise, elle a un rôle particulier dans cette perspective ? Oui, je pense que c'est un acteur très particulier dans le tissu associatif qui est effectivement en pleine effervescence depuis une quinzaine d'années aujourd'hui au Maroc. Et on s'est aperçu ces 10 dernières années que les grandes entreprises en tête, mais aussi des PME aujourd'hui, commencent à vouloir structurer leur démarche de mécénat. Et auparavant, on confondait beaucoup le mécénat d'entreprise avec une forme de publicité déguisée ou avec du sponsoring. Et de plus en plus, aujourd'hui, on assiste à des entreprises qui structurent leur démarche, leur politique, leur domaine d'intervention. C'est de mieux en mieux compris aussi par les associations et les porteurs de projets. Et à mon sens, le mécénat d'entreprise a commencé à le faire, mais peut continuer à le faire, c'est contribuer à professionnaliser le secteur associatif dont on parlait. Parce qu'effectivement, au niveau des chiffres, les chiffres sont parfois différents, mais on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont créées depuis 2007, beaucoup de micro-associations aussi. Alors, vous avez des grosses associations très anciennes,
d'utilité publique qui sont très structurés, qui vraiment sont très bien organisés, mais vous avez également beaucoup, enfin 80% du tissu associatif, ce sont des petites associations qui travaillent avec des bénévoles, qui ne font pas appel à des employés à temps plein, qui n'ont pas de budget. Et nous, l'entreprise, parce que finalement le mécénat d'entreprise, c'est quoi? C'est la rencontre entre l'entreprise et les porteurs de projets, les artistes, les petites associations. C'est deux univers complètement différents. Donc c'est un nouveau lien social qu'on crée, avec nos codes d'entreprise aussi, ce qui peut... Alors c'est enrichissant dans les deux sens, je pense. Rencontrer ces artistes enrichit la vision qu'on peut avoir, nous, dans l'entreprise. Mais ça permet aussi à ces entreprises de les pousser à développer un peu mieux leur gouvernance, la gestion financière de leurs projets, puisque nous, on leur demande de pouvoir nous transmettre des bilans moraux et financiers très rigoureux, on leur demande des suivis très réguliers par rapport au projet. Et puis, donc à mon sens, voilà, c'est un des rôles vraiment très importants du mécénat d'entreprise. Et il y en a aussi, pour nous en tout cas, tel qu'on conçoit notre mission de mécène. Quand on a d'ailleurs lancé la fondation BMCI en 2008, c'était pour justement structurer notre démarche de mécène, lui conférer un cadre particulier. Et on l'a fait en forte coordination avec les équipes de la fondation BNP Paribas, dont on fait partie. Et pour nous, on a un rôle fondamental, au-delà du soutien financier, qui est certes très important, c'est qu'on veut être un mécène impliqué. Un mécène qui va sur le terrain, un mécène à l'image un peu de la relation qu'on entretient avec nos clients. On tient à les accompagner, à les écouter et peut-être à apporter un conseil sur mesure. Et ça, c'est un élément nouveau par rapport au passé où les grandes entreprises déjà étaient mécènes, enfin pouvaient apporter un soutien financier, mais ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, on peut apporter de l'expertise, un accompagnement, de l'accompagnement sur la durée aussi. On peut apporter des conseils sur mesure, on peut mettre en relation aussi. Et grâce à un carrefour, un réseau, on peut mettre en relation avec d'autres artistes, avec d'autres acteurs associatifs. On peut mettre en relation avec les médias pour mettre en lumière les projets. Donc c'est un rôle qui est beaucoup plus large aujourd'hui que ce qu'il a pu être précédemment. Et ça, c'est pour nous un rôle fondamental que nous pouvons avoir, nous, en tant que mécènes d'entreprise. C'est être un carrefour d'échanges, d'opportunités nouvelles. Il y a des histoires qui peuvent se créer, des projets en co-développement entre plusieurs associations ou des artistes différents. Et ça, cette notion de carrefour, d'échange, de conseils, d'opportunités, à mon sens, elle est extrêmement importante. Et puis, dernier point, pour le mécénat d'entreprise, je pense que ce qui est très important, et ça se développe de plus en plus, c'est l'implication le plus possible des collaborateurs internes dans les actions de mécénat. Et on a pas mal d'exemples, mais je sais que dans les autres fondations d'entreprise, c'est le cas de plus en plus. Et là encore, voilà, c'est une nouvelle forme de lien qu'on peut créer entre les gens. Alexandra, vous vouliez réagir sur... Non, je vais vraiment dans le sens de Karima. C'est effectivement, on est passé de ce que tout à l'heure tu appelais la charité ou la bienfaisance vers une action philanthropique structurée, créatrice de valeurs sociales, positive, et que ça va bien au-delà. Alors, il y a aussi ce mouvement qu'on constate, et je vais vraiment dans le sens de ce que tu disais, Karima. Alors, c'est vrai que, par exemple, l'implication des collaborateurs, c'est dans les entreprises, sur les actions de mécénat, ça reste encore assez embryonnaire. Il n'y a que quelques entreprises qui le font. Mais on voit cette transformation opérer, ce qui rend d'ailleurs la chose assez passionnante. L'autre point aussi, c'est qu'il me semble qu'au niveau des entreprises, il y a deux points pour appréhender le secteur de la philanthropie. Il y a la question du volet juridique. Le cadre juridique pour les fondations d'entreprise est quand même inexistant, il faut le dire, puisqu'en fait les fondations d'entreprise relèvent du droit commun des associations à but non lucratif, et qu'il n'y a pas encore au Maroc de cadre favorable qui pourrait réellement stimuler, me semble-t-il, à long terme le mécénat d'entreprise avec des dispositifs
de défiscalisation et qui pourrait avoir cet élan justement au-delà de l'accompagnement en expertise, mais vraiment on pourrait assister, comme on a assisté à cela dans d'autres pays européens, à vraiment un investissement plus massif de l'entreprise dans des actions d'intérêt général. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des entreprises, il y a aussi la question de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, et je dirais un background, un fond permanent sur les actions de philanthropie, à tort ou à raison. C'est souhaitable ou ça ne l'est pas, on peut en discuter. Mais c'est vrai que souvent, les actions de philanthropie sont intégrées dans l'action RSE ou alors certains peuvent voir penser que l'action philanthropique prend le pas sur une action RSE qui devrait être plus globale et intégrer les dimensions économiques, éthiques, légales de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça, c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir après. Moi, je voudrais bien réagir sur 2 points. Bon, d'une part, la plupart des grandes entreprises font partie des comités de soutien des fondations royales. Il faut le rappeler, nous aussi, comme je pense vous toutes ici, on fait partie, on est membre du comité de soutien permanent. Et par rapport à la RSE, moi je pense que c'est vraiment au contraire cette nouvelle réflexion que l'entreprise peut avoir sur son rôle de responsabilité sociale va peut-être pouvoir permettre aux entreprises de s'investir un peu plus en termes de mécénat, puisque l'entreprise a compris aujourd'hui qu'au-delà de son rôle moteur dans le développement économique du pays, eh bien, elle veut aussi, et elle doit, c'est pas elle doit parce que ce n'est pas obligatoire, mais elle sent le besoin de s'impliquer également dans le développement culturel et social du Maroc. Et ça, c'est un fait nouveau, et je pense que c'est totalement complémentaire. Voilà. Même si la démarche RSE est beaucoup plus globale, de plus en plus, en tout cas dans les entreprises, je pense que voilà, l'acte de mécénat est complémentaire à la démarche globale RSE. Même si ce n'est pas encore très développé, et souvent on confond les deux. On va commencer par du mécénat, peut-être au détriment des autres piliers de la RSE. Mais enfin, le mouvement est en marche, on peut dire au Maroc, et c'est très encourageant. Oui, je crois qu'en fait, au niveau de l'entreprise, il y a une prise de conscience de l'importance de renvoyer justement cette image d'entreprise citoyenne. C'est quelque chose aujourd'hui, surtout dans le contexte de crise dans lequel on est, qui parle beaucoup plus à l'environnement. Et aujourd'hui, la communication classique n'a plus les mêmes retombées qu'elle pouvait avoir avant. Et donc, l'entreprise aborde la philanthropie en réfléchissant justement sur le retour sur investissement que le mécénat et le sponsoring peut lui apporter. Donc là, ça, c'est aussi quelque chose qui l'amène à approcher différemment toutes ces questions de philanthropie. Et pour revenir justement à la question, moi je trouve que c'est intéressant de voir comment les fondations d'entreprises ont pris naissance. Elles ont pris naissance quand elles ont eu en face d'elles justement des ONG qui s'étaient structurées. Parce qu'avant, c'était des individus, des artistes aussi qui venaient frapper à la porte. Ce n'était plus le même type, le même type de rapport. Moi, je crois que ça s'est fait un peu en parallèle. En tout cas, dans les grandes entreprises, on sent que ça s'est structuré dans leur politique de mécénat depuis quand même quelques années déjà. Ah non, mais juste, moi, je parle d'une décennie. C'est 15 ans, je veux dire, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Je suis assez d'accord à la fois, en même temps, le processus a été assez parallèle, mais il y a aussi, et je pense que ce sont des processus qui se nourrissent les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette structuration du champ associatif, la structuration des entreprises qui, oui ou non, dans une démarche RSE, ont bien compris que la philanthropie était un secteur à investir, mais il y a également un type de philanthropie d'entreprise qui ne se construit pas seulement
sur les ONG et les autres associations. Je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises, je pense que c'est le cas d'Alliance avec sa fondation, mais c'est le cas aussi dans certaines de vos entreprises ou d'autres fondations, qui ont fait le choix de ne plus être, bien sûr, on n'est plus du tout dans la bienfaisance depuis un bon moment, de ne plus être non plus seulement dans la distribution de fonds à des ONG, des fondations royales ou des ONG structurées ou peu structurées dont elles renforceraient les capacités, mais des entreprises qui, via leur fondation, ont envie d'investir par leur expertise le champ social et de proposer des solutions innovantes à des problématiques sociales plus larges. Et du coup, me semble-t-il, jouer un rôle beaucoup plus novateur sur le champ de la philanthropie. Et il y a des exemples vraiment intéressants d'entreprises et de fondations qui proposent des choses assez alternatives. Et justement, c'est parce que ça vient de fondations d'entreprises, ça vient du secteur économique, que c'est possible de proposer ce genre de choses. On a vu ça, on a vu ce mouvement-là, bien sûr en Europe, dans les pays du Nord, etc. Mais le Maroc, je pense, s'est vraiment engagé sereinement dans cette voie-là aussi. Alors justement, sur cette évolution que vous décrivez, si je la résume en une expression, qui va de la philanthropie de charité vers une philanthropie d'investissement, ce qui est amusant de constater, c'est que cette évolution, elle est assez proche à celle qui a lieu en ce moment ici en France, où les comportements philanthropiques des personnes physiques et des entreprises évoluent beaucoup. Et cette évolution, elle se fait autour d'une notion autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, qui est celle de la mesure d'impact. C'est-à-dire, effectivement, on peut appeler ça le retour sur investissement social, culturel, mais voilà, cette mesure d'impact, la façon dont on peut s'assurer que l'euro investi, le temps investi, la ressource humaine investie, elle a le maximum d'impact sur la cause qu'on veut défendre. J'aimerais, et peut-être en vous appuyant sur des exemples de ce que vous faites, vous, au sein des différentes fondations que vous dirigez, Samia, par exemple, au sein de la Fondation Société Générale Maroc, est-ce que cette notion de mesure d'impact, elle est prise en compte, et si oui, comment? Et la deuxième question pour ma corollaire, c'est aussi parce que je fais un parallèle à ce qu'on peut voir en France aujourd'hui, où la philanthropie devient de plus en plus un incubateur. C'est un peu ce que vous disiez, Alexandra, sur l'aspect innovation, un incubateur de projets d'entrepreneuriat social, voire un incubateur de projets d'entreprise tout court. Quand on prend une initiative comme celle de Xavier Niel aujourd'hui, c'est de la philanthropie, c'est de l'incubation, c'est du soutien à l'entrepreneuriat. Xavier Niel, le fondateur de Free, voilà, qui a lancé cette immense pépinière d'entreprise. Alors, c'est la seconde partie de ma question. Cette notion d'incubation, est-ce qu'elle existe aussi et comment est-ce qu'elle est prise en compte dans les projets que vous conduisez? Et n'oubliez pas de prendre votre micro pour répondre, on vous entendra mieux. Merci. Je pense qu'incubateur, c'est bien un grand mot, mais on peut parler peut-être de ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Bon, c'est plutôt ça. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur ça à Dihin parce que c'était intéressant. Elle disait le social, c'est avant tout politique, et c'est vrai. La plus grande association de microcrédit a été créée par un ancien prisonnier opposant politique assez célèbre qui s'appelle MNA et qui aujourd'hui a des fonds américains, USAID, etc. Donc c'est assez révélateur. Et ce que je veux dire par là, que c'est vrai que le champ du social est avant tout politique et c'est très très important parce qu'avec ce qui se passe, c'est vraiment essentiel. Maintenant, pour ce qui concerne les incubateurs, je pense que c'est un bien grand mot, mais on peut se targuer de créer des petites sociétés, des micro-sociétés essentiellement pour des femmes. Donc peut-être qu'on peut, puisque Monsieur Decker est là, on peut citer l'exemple de Oujda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait une action surtout de formation. C'est surtout ça. D'abord, on forme les femmes. On crée quelque chose qui s'appelle la tontine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est traditionnel, c'est ce qu'on appelle dart, c'est-à-dire chacun donne 100 dirhams, 100 dirhams, ça permet d'acheter une machine à coudre et qui permet de créer sa petite entreprise, ou bien de l'huile d'argan, ou bien des petites coopératives. On forme aussi les hommes pour qu'ils admettent que leurs femmes puissent gagner un petit peu d'argent, parce que ce n'est pas évident que ces hommes-là adhèrent, surtout qu'on parle de zones très éloignées. Et nous avons ce rôle-là, notamment vis-à-vis des organismes internationaux, c'est-à-dire que nous, Fondation Société Générale, nous militons pour que cet argent-là reste au Maroc. Parce que, par exemple, on a été en concurrence avec le Pérou, avec le Pakistan. Et là, en l'occurrence, c'est des fonds qui vont arriver dans la région de Oujda.
Donc c'est dans ce sens-là. Bon, les fonds au niveau de la société Maroc ne sont pas énormes, mais via la Société Générale, ces fonds sont assez importants. Peut-être un commentaire là-dessus, Oui. sur les projets générateurs de revenus. Nous, on y croit beaucoup, c'est vraiment quelque chose qu'on veut soutenir. D'ailleurs, on a un projet en cours qui consiste à la mise en place d'un centre de blanchisserie avec la Fondation Anaïs, où 15 jeunes trisomiques, adolescents, en âge de travailler, ont été formés au métier de la blanchisserie, donc dans cet atelier. Et la prochaine étape, donc la 3e étape, c'est celle que Anaïs démarre aujourd'hui. On l'a équipée d'une voiturette, en fait. Les 15 adolescents trisomiques sont formés. Maintenant, il s'agit de décrocher pour eux des contrats, justement, pour pouvoir s'auto-financer et pouvoir vraiment insérer ces jeunes. Donc voilà, une petite initiative et en même temps, je dirais, alors peut-être pas incubateur par rapport à votre réflexion, mais alors quand même laboratoire. Et nous, en tout cas, nous, notre mission de mécène aussi, c'est pouvoir parfois soutenir des projets très innovants, porteurs d'innovation, donner la chance, quand on y croit, à ces porteurs de projets de pouvoir essayer, parce que comment pourrait-il faire sinon? Et on y croit beaucoup à cela, donc en tout cas, le mécénat d'entreprise peut contribuer à ça, à vraiment financer des projets pilotes qui voilà, ils vont essayer, on va recadrer, il y a des choses qui ne vont peut-être pas marcher voilà, tout de suite, mais en tout cas, et ensuite redévelopper, recadrer, puis ça pourra servir après. C'est des projets pilotes qui après peuvent vraiment servir d'exemple à l'échelle nationale. Voilà. On a pas mal d'exemples. Alexandra, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de projets du champ social, effectivement qui sont des projets historiquement soutenus par ce mode d'investissement et de financement. Je crois qu'à la Fondation Alliance, il y a effectivement tout un axe très fort sur cette partie-là, mais qu'il y a aussi, et c'est peut-être une nouveauté, un projet culturel de grande ampleur qui est en train de se créer. Oui, mais je vais reparler un peu de social avant de parler de ça. Non, parce que je voulais rebondir sur la question des activités génératrices de revenus et de l'idée que le mécénat peut être aussi un tremplin ou un vecteur de développement d'économie sociale et d'agir. Je pense qu'effectivement, c'est une tendance forte qui est en train de s'exprimer au sein des fondations d'entreprise. Là, pour parler un petit peu de la Fondation Alliance, nous, on a un programme qui s'appelle le programme Morafek, qui est un programme d'accompagnement social des habitants dans les nouveaux quartiers de logements sociaux qui fleurissent tout autour des villes marocaines. Alors, ce n'est pas directement un programme de création d'AGR ou d'employabilité. L'idée, c'est qu'on a des populations nombreuses qui arrivent dans ces nouveaux quartiers et qui sont souvent désorientées, dans des quartiers qui souffrent d'une intégration sociale, économique, souvent partielle au reste de la vie économique et sociale du territoire, et qu'elles ont besoin d'être orientées. Elles accèdent à la propriété, donc on les aide aussi pour gérer la copropriété, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce programme, qui est un programme très ambitieux, puisqu'en fait, on a créé un nouveau métier qui est le morafek, l'accompagnateur, littéralement, en arabe. Et ce sont des jeunes que l'on recrute, que l'on forme et que l'on déploie dans les quartiers et qui sont au plus près des habitants. Donc un travail de proximité. Et on est à l'écoute des habitants. Vous parliez tout à l'heure d'évaluation. Nous, on voit sur ce programme que les plus grosses demandes, qu'attendent les habitants et nos bénéficiaires. C'est d'abord, ils nous disent que donc on essaie d'évaluer un peu l'impact de notre action. Que dans ces quartiers-là, lorsqu'ils ont un problème d'ordre social, le premier relais auquel ils s'adressent, c'est bien sûr la famille. Et ensuite, c'est devenu le morafek, l'accompagnateur social, puis les amis et malheureusement, assez loin, les services publics. Mais ce qu'ils demandent beaucoup, c'est de l'appui sur l'employabilité des jeunes, sur les activités génératrices de revenus, la création de coopératives. Donc, je rejoins ce que tu disais, Karima, parce que c'est vraiment un des points clés sur lesquels on les oriente et sur lesquels on les accompagne. Alors maintenant, pardon, je vais répondre à votre question sur la culture.
Si le moment est venu. Parce qu'il y a un lien, c'est-à-dire que nous, on travaille à la fois sur solidarité, santé et culture, mais là où il y a un lien important sur ce qu'on fait dans la culture, c'est que par exemple, dans l'idée du tremplin, on aide des jeunes artistes, des jeunes photographes. La photographie au Maroc est un marché encore embryonnaire parce que ça coûte cher de produire de la photographie. Les galeries n'ont pas très envie d'investir ce médium parce que c'est souvent peu rentable. Et voilà, voilà ce que peut faire aussi le mécénat d'entreprise. Nous, sur le secteur culturel, on est beaucoup dans le soutien de la création contemporaine. Et pour évaluer l'impact, on a un de nos premiers lauréats de notre programme qui s'appelle la Chambre Claire, qui est exposé quelques niveaux en dessous, qui a été sélectionné pour montrer ses photos à l'Institut du monde arabe. Donc on est extrêmement fiers à la fois du programme et surtout de lui et des talents que le Maroc a dans sa jeunesse. Alors effectivement, sur le volet culturel, on porte un projet de très grande envergure, qui est un projet de musée d'art contemporain africain. On parlait ce matin du Maroc comme hub de l'Afrique. Nous, on croit beaucoup aussi que le Maroc peut être un hub culturel pour l'Afrique et pas seulement un hub économique, et qu'en même temps les choses sont liées. Il s'agit d'un projet de musée qui est fondé sur une collection d'entreprises, une collection personnelle, celle de la famille Lazra, qui est fondatrice du groupe Alliance, qui nous finance. Et un musée donc qui sera là pour mettre en valeur la création africaine. Voilà. De ce point de vue, excusez-moi, de ce point de vue-là, je voudrais aussi informer du fait que on essaye de créer des passerelles entre artistique et social. Et à ce sujet, nous avons une association, nous parrainons une association qui s'appelle Kenya Makan et qui met en relief des femmes du monde rural à qui on apprend à dessiner, à peindre, et des œuvres de ces femmes-là sont mises en vente et servent à financer un certain nombre d'actions de coopératives. Et il y a des choses qui sont vraiment très belles, qui sont vendues et qui sont vraiment très belles de femmes rurales. Et cette association aussi, chose qu'on a l'impression, bon, c'est vrai que l'État marocain fait de son mieux pour scolariser des petits-enfants, mais tout ce qui est activité extra-culturelle, théâtre, dessin, expression corporelle, etc., sont un petit peu mis de côté. Et ces associations-là œuvrent pour justement faire profiter à ces petits-enfants d'écoles rurales très éloignées d'expressions qui développent leur confiance en eux, etc. Alors justement, dans la façon de choisir les projets, Inde, vous me disiez en préparant que vous revendiquiez le fait de choisir des très petits projets et que c'était un choix de votre part, là où d'autres se consacrent sur un ou deux grands projets. Vous aviez, et vous teniez à garder cette ligne, d'accompagner des très petits projets. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de ça ? Oui, en fait, ce que j'avais mis en exergue justement dans notre conversation, c'est que la démarche de la fondation, donc la Fondation Banque Populaire est l'une des trois fondations du groupe Banque Populaire, est définie par les valeurs fondatrices même de cette banque. Et la Banque Populaire a un statut particulier, dans la mesure où, du fait même du nom qu'elle porte, Banque Populaire, Banque Chabi, elle a un rapport déterminé avec la population. Et en arabe, le terme Chabi est encore plus fort que populaire. Chabi, ça renvoie à Chab. Donc résultat, tout le monde se sent, j'allais presque dire, un droit par rapport à cette banque, et cette banque se retrouve dans une obligation vis-à-vis le terme que j'utilise n'est pas connoté négativement, du petit peuple, les petites gens. Parce que dès le départ, cette banque qui est née au début du siècle, dans les années 20, et qui renaît au lendemain de l'indépendance, avec le Daïr de 1961, a été faite justement pour lutter contre l'exclusion bancaire dans laquelle se trouvait la grande majorité de la population. Donc elle devait aller vers les petits. C'est le petit artisan, c'est le petit commerçant, c'est l'agriculteur. Et il y avait un esprit très patriotique. D'ailleurs, le premier
président de la Banque populaire était le Haj Omar Ben Abdjelil, qui est l'une des figures du mouvement national. Donc il y a cette dimension patriotique qui est très importante et qui continue aujourd'hui à être le fil directeur et que l'on retrouve dans le type d'action que la banque va accompagner. Quand je vous disais la banque va accompagner des petits projets, elle va accompagner des petits projets et des grands projets. Dans la mesure où elle se... C'est-à-dire que... et c'était intéressant parce que, avant de venir, j'ai discuté avec l'un des premiers présidents de la Banque populaire, pour ne pas le citer, Abdelatif Laraqi, et qui me racontait les débuts. Et c'est extraordinaire. Parce que, en fait, celui qui poussait la porte de la banque attendait à ce qu'on l'accompagne. C'était normal, c'était sa banque. Chabi, c'était à lui. Donc, il fallait l'accompagner pour les petits projets. Pour les Marocains du monde, par exemple, la Banque Chabi a joué un rôle très important dans la préservation du lien avec le Maroc. Au point que, à l'époque, et ça, j'ai trouvé ça aussi assez extraordinaire, vous savez que pour mettre en place la question du transfert, et ça c'est des choses qu'on ne sait pas, imaginez que le président de la Banque populaire de l'époque est venu en personne, il est resté 6 mois à Lille, enfin en France, et il faisait ce travail de terrain. Ça veut dire, quand je parle de travail de terrain, c'était aller s'asseoir, manger avec le travailleur immigré qui était dans sa camionnette. Voilà, c'est donc cette proximité. Et c'est cette proximité que l'on retrouve aujourd'hui dans le type d'actions qui sont accompagnées par la Banque populaire, qui fait que cette banque peut tout aussi bien accompagner la petite ONG d'handicapés moteurs qui ont un festival à monter, et c'est des choses extrêmement émouvantes. Je veux dire, j'ai devant les yeux le président de cette association qui fait du para-taekwondo. C'est extraordinaire, c'est minime. Ça, vous n'allez pas le voir, on ne va pas communiquer autour de cela. Mais c'est cette dimension humaine, c'est cette dimension de proximité. Et dans le même temps, la Banque populaire va accompagner depuis toujours le Salon du cheval, qui est une dimension, je veux dire, qui est un événement majeur dans la région d'El Jadida, parce que le cheval, c'est le cheval. Et pour le Marocain, le cheval est un animal. Et c'est 3 millions de dirhams qui vont être. Dans le même temps, depuis les années 80, suite à la demande qui a été faite par les Marocains du monde d'avoir une institution pour accueillir leurs enfants. Parce que déjà, dans ces années 80, cette communauté marocaine à l'étranger s'inquiétait de la déculturation de ses enfants. Elle n'est pas venue frapper à la porte d'un ministère quelconque. Elle est venue frapper à la porte de la Banque Chabi en lui disant « Sauvez nos enfants ». Sauvez nos enfants, comment voulez-vous qu'on sauve vos enfants? Mais créez-nous une école avec un internat où nous puissions envoyer nos enfants pour que nos enfants puissent apprendre l'arabe, puissent connaître la culture marocaine. Et c'est comme ça que, par exemple, la Banque populaire a créé 2 écoles en direction des enfants des travailleurs immigrés. Mais là-dessus, elle ne communiquait pas. Et c'est pour ça que son action, je veux dire, là aussi, on est dans l'accompagnement, mais dans l'accompagnement, j'allais presque dire, tout azimut. Aujourd'hui, par exemple, parmi les activités que la Fondation Banque Populaire va accompagner cette année, c'est la participation au financement d'un musée du Haut-Atlas. C'est-à-dire, elle va prendre en charge une galerie, c'est 2,3 millions de dirhams. C'est très intéressant parce qu'on voit le parallèle entre la façon dont la stratégie, si je puis m'exprimer ainsi, philanthropique de la banque s'est construite autour de
sa stratégie métier, avec cette double fibre populaire et nationale, si je puis dire. Et en vous écoutant depuis tout à l'heure, on se rend compte que finalement, l'évolution de la philanthropie marocaine, elle est aussi très liée à une identité très forte, à un contexte très particulier, à l'identité du pays. Et du coup, ça m'amène à la question que je vous pose, Karima. La philanthropie, on le disait, elle se développe partout dans le monde. On entend beaucoup parler des initiatives anglo-saxonnes, Bill Gates et Warren Buffett, et puis leurs 150 milliardaires, dont 147 ou à peu près sont américains. Pour autant, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde, en Europe, en Asie, en Inde, en Chine. En termes d'échange, de best practice au plan international, comment ça se passe aujourd'hui au Maroc? Et puis peut-être pour votre cas particulier, comment ça se passe avec la fondation de votre maison mère? Oui, nous, je pense que dans le mécénat, je le disais tout à l'heure, hein, être un carrefour d'échange et d'opportunités, c'est essentiel déjà pour les associations. C'est vrai que nous, on a la chance de faire partie d'un groupe, le groupe BNP Paribas, et d'une fondation quand même qui a fêté ses 30 ans récemment et qui est en relation avec différents partenaires associatifs. Et c'est vrai que ça permet beaucoup d'échanges. Je me rappelle par exemple, il y a 2 ans, un projet pilote qu'on soutient au Maroc, qui est un centre pluridisciplinaire de jour pour accueillir les enfants atteints d'IMOC, qui est une maladie un peu spécifique, implanté dans une école publique. Alors, l'association a réussi à avoir une aile désaffectée de cette école. Et c'est vrai que c'était compliqué à monter. Donc on a été aux côtés de cette association pour qu'elle puisse lancer son centre. Et on s'est aperçu au fil de l'eau, par nos échanges aussi avec la fondation BNP Paribas, qui a vraiment cofinancé avec nous ce projet, qu'il fallait peut-être apporter un peu plus d'expertise à cette association, en tout cas pour dessiner l'avenir, pour avoir un peu plus de pistes, peut-être, de possibilités d'évolution. C'est compliqué, et je parlais de laboratoire tout à l'heure, mais oui, le projet était compliqué dès le départ. Et à un moment, on ne pouvait pas l'anticiper vraiment, on ne pouvait pas savoir comment ça allait évoluer. Et donc, grâce à la fondation BNP Paribas, qui est en relation d'ailleurs avec un expert handicap très connu. Cette personne est venue passer 3 jours en immersion totale, avec l'accord bien sûr du partenaire. Et ça a donné lieu à tout un rapport avec des échanges, des pistes. Et c'est aussi une façon, ces échanges-là, de faire progresser les projets, en tout cas au Maroc. Voilà. Samia, peut-être aussi sur cette relation et la façon d'organiser les projets ensemble ou pas entre la fondation au Maroc et puis la fondation Société Générale en France. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux? Comment ça s'organise? Oui, en général, il y a comme une espèce d'appel à candidature, c'est-à-dire certaines associations, nous présentons les projets et ils sont sélectionnés et nous faisons le contrôle pour le compte de la maison mère. Comme l'a dit mes collègues, il y a un certain nombre de rapports d'activités et voir si l'argent, parlons un peu crûment, si l'argent est dépensé à bon escient. Voilà, c'est exactement ça. Et de ce point de vue-là, et puis nous militons aussi, nous apportons notre appui pour que ce projet soit sélectionné. Je profite aussi au passage, c'est que la Société Générale Maroc a une collection de 1300 œuvres que nous sommes en train de rénover, réhabiliter. Et nous créons notre prochain espace d'art qui va ouvrir ses portes dans quelques mois avec les 4 principaux courants d'artistes. Et nous vous invitons à la visiter dans quelques mois. Je pense que la collection avec celle de Tija Ouloufa Bank est parmi les plus belles du Maroc. Merci. L'invitation a été entendue. De la Fondation Alliance, si tu veux bien. Ah, pardon, la Fondation Je m'attendais un peu à la réponse. La Fondation Alliance, pardon, excusez-moi. Bref, il y a beaucoup de choses à voir. Comme il nous reste quelques minutes, je vous propose qu'on prenne des questions de la salle, s'il y en a. Il y en a, oui, monsieur. Oui, Michel Taube du magazine Opinion Internationale. Merci pour ce débat très enrichissant. Je voulais savoir, est-ce que mais je crois que la dame est partie, il y avait par exemple aujourd'hui parmi nous une personne qui est franco-marocaine, qui vit en France depuis 40 ans, qui mène des actions de philanthropie en France,
auprès des personnes âgées et qui, au Maroc, est chef d'entreprise. Alors j'aimerais renverser un petit peu et demander si la diaspora marocaine qui est en France participe, influence, au-delà des maisons mères de vos grosses entreprises, mais participe en fait au développement de la philanthropie au Maroc. Merci. Oui, là vous soulevez un point qui est très important. L'apport de la diaspora marocaine à l'étranger sur ce plan-là est véritablement significatif. Dans la mesure où, quand je vous parlais justement de ce champ associatif, la communauté marocaine à l'étranger a contribué justement à faire vivre un certain nombre d'ONG. C'est-à-dire que dans les régions d'où sont originaires une bonne partie donc des membres de la communauté marocaine, vous aviez cet aller-retour entre ceux qui étaient sur place, qui faisaient remonter un petit peu l'information par rapport aux besoins qui sont ceux de la région, et vous aviez un retour des communautés. Et vous avez des ONG, d'ailleurs, des ONG constituées par des Marocains de l'étranger qui se sont structurés pour pouvoir justement agir au Maroc. Donc effectivement, il y a un lien, un aller-retour constant entre cette diaspora et le Maroc. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'il y a eu un événement grave, par exemple quand il y a eu le tremblement de terre de l'Hoceima, la mobilisation de la communauté marocaine à l'étranger a été extraordinaire. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je profite, la religion y est pour beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'en islam, donner est une bonne chose, mais il faut commencer toujours par donner par le plus proche. Le plus proche, c'est ton père, ta mère, tes frères, ta famille, ton voisin. Et le musulman d'abord, bon, c'est peut-être un peu, mais c'est une réalité. Et c'est le bienfait vis-à-vis du bon Dieu, il est plus grand. Donc, forcément, la diaspora va donner, va un petit peu plus donner au Maroc plutôt que... C'est un petit peu... Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup pour ce partage. Moi, j'étais très, très intéressée par ce que disait Hind sur le fait que l'assisté est devenu un acteur, donc toute cette prise en charge de empowerment, c'est-à-dire une prise en charge, et comment est-ce qu'il devient... Donc, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste poser une question à Alexandra. Alexandra, toi, tu t'es promenée un peu partout dans le monde, notamment en Australie, depuis Canberra, à Paris, donc au Maroc aussi, et tu as travaillé dans ce domaine de la philanthropie. Tu as travaillé aussi dans le domaine avec l'USAID sur tous ces projets d'entrepreneuriat. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette dynamique de philanthropie, si on peut dire. Comment faire par rapport aux autres pays? Et puis, juste... une idée, comment ça se fait? Vous êtes 4 femmes. Est-ce que c'est la femme au Maroc qui porte ce projet de solidarité C'est pas anodin, le fait que vous soyez 4 femmes. Non, c'est pas anodin. Merci. On soit les dernières. On est les dernières à passer. J'ai mes collègues de la Fondation BNP Paribas, et il y a 2 hommes, hein, je pense, et une femme, donc voilà, ça rétablit l'équilibre. Mais c'est vrai que moi j'ai une équipe très féminine. Je n'ai qu'un garçon et dans les accompagnateurs sociaux, qui sont sur le terrain, on essaie d'avoir vraiment un équilibre entre hommes et femmes, parce que justement on veut s'adresser aussi aux hommes et aux femmes sur le terrain. Alors, pour répondre plutôt à ta première question, moi ce que je vois vraiment par rapport effectivement aux autres expériences philanthropiques que j'ai pu voir notamment dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France, c'est vraiment le cadre légal. Aujourd'hui, on parlait surtout de philanthropie d'entreprise, c'est vrai que Samia disait qu'il y avait à peu près 6000 associations au Maroc. Il y en a 213, je crois, au dernier chiffre du secrétariat général du gouvernement, qui sont reconnues d'utilité publique. Ce sont les seules associations pour lesquelles le don, qu'il soit individuel ou d'entreprise, soit défiscalisé. Si on voulait massivement encourager la philanthropie, privée, individuelle ou d'entreprise, on pourrait accompagner cela par une politique plus proactive. Il ne s'agit pas d'ouvrir complètement les vannes, mais de réfléchir de manière équilibrée à comment on adresse la fiscalité du don au Maroc. Ça serait un point. Et je pense que
spécifiquement pour les fondations d'entreprise, on a vu, il ne s'agit pas de copier nécessairement ce qui est fait dans certains pays du Nord, mais on peut quand même constater qu'il y a eu un élan phénoménal en faveur de l'intérêt général. Alors tous les élans n'ont pas la même efficacité, mais quand on voit par exemple juste un chiffre, puisqu'on est en France et on est dans une maison de culture, la loi Ayagon en 2003 qui a structuré les fondations d'entreprise et permis cette défiscalisation a multiplié par 5 l'investissement des entreprises rien que dans le secteur de la culture. C'est-à-dire qu'on est passé à 500 millions d'euros en quelques années d'investissement. C'est phénoménal. Je pense qu'au Maroc, on pourrait réellement, tant dans le champ du social, de la santé, de l'environnement, de toutes ces questions pour lesquelles les entreprises ont envie d'agir, eh bien, on favoriserait vraiment cet élan-là et cet investissement. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse sur qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je veux bien compléter la réponse. C'est vrai que ce n'est pas anodin, nous sommes 4 femmes. C'est vrai que le domaine du social, ça avait un petit côté dame patronesse, vous voyez ce que je veux dire. Et puis de plus en plus, c'est plus le cas, la preuve, puisque les fondations aujourd'hui sont sous la supervision directe de Sa Majesté. Donc c'est plus une question de patronesse ou de choses qu'on fait pour les bonnes œuvres le dimanche. C'est vraiment essentiel et je pense que vraiment on n'y coupe pas et qu'il faut absolument investir le champ du social parce que sinon on court, je crois, à la catastrophe. Mais je crois ce n'est pas anodin, justement, que nous soyons 4 femmes et que nous soyons la dernière table ronde de cette journée. Déjà, nous sommes une des 5 tables rondes, c'est déjà pas mal. Nous sommes une des 5 tables rondes. Oui, c'est déjà intéressant. Alors là où il y aura véritablement évolution, c'est lorsqu'une table ronde comme celle-ci sera en tête. Là, on aura tout compris. Je vous remercie pour toutes ces informations. Moi, ça m'enrichit beaucoup. Je suis un peu dans le domaine de la philanthropie depuis 25 ans, surtout sur le milieu nord-américain. Mais pour revenir au Maroc, j'avais quelques questions. Mais d'abord, je veux rebondir sur ce que disait Madame Balafrège. Il y a une nouvelle génération je dirais, pas de philanthropes, ce que j'appelle, moi, d'entrepreneurs sociaux. Et en fait, c'était ça. On parlait tout à l'heure d'incubation. Mais en fait, ce n'est pas d'incubation, on est vraiment des usines d'entrepreneurs aujourd'hui. Et ma question, elle est là. Enfin, il y en a plusieurs, peut-être, je vais essayer de structurer tout ça. D'abord, vous avez fait un état des lieux dans vos fondations, dans le travail que vous faites. Quels sont vos défis tous les jours? Qu'est-ce qui vous amène justement à monter la barre un peu plus haut? Ça, c'est très important. Parce que vous savez que pour se comparer, pour essayer de voir ce qu'on appelle un benchmark au niveau international, il faut éventuellement aussi se comparer à d'autres et vous êtes en même temps en compétition avec vous-même. Alors la question est, quel est le défi? Le deuxième point, c'est cette nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux. Vous deviennent finalement des entrepreneurs tout court, puisque vous les financez. Alors la banque ne sera finalement qu'un élément qui sera un peu dilutoire, puisque ce sera un mot qui sera aussi bien pour les philanthropes que pour les entrepreneurs tout court. En ce qui me concerne, si j'amène un projet, que ce soit dans le domaine culturel, social, je vais le faire financer à travers vos fondations, ou bien si je veux faire monter un grand projet dans le tourisme, comme était le cas dans le colloque auparavant, je peux aussi aller voir une banque. Alors, quel est le différentiel? Ça, c'est un point important. J'aimerais tout simplement, et je m'arrête tout de suite, comment est-ce que vous allez véritablement utiliser vos qualités, ce qu'on appelle vos good practice en anglais, vos bonnes pratiques, pour justement multiplier cet effort qui a été posé tout à l'heure, pour qu'on puisse multiplier les entrepreneurs sociaux au Maroc? Alors, quels sont vos défis et comment utiliser vos bonnes pratiques? Qui veut répondre à cette question? Cette vaste question, si je puis me permettre. Le défi, en fait, il est, j'allais presque dire, simple et énorme. Il suffit simplement de sortir dans la rue et regarder ce qui se passe autour de soi. Je veux dire, vous vous arrêtez à un feu rouge et vous voyez, et vous regardez. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience au Maroc, mais je pense à l'échelle du monde, du fait que l'approche
strictement commercial atteint ses limites. Il y a cette dimension de l'homme qu'on doit remettre au centre. Et c'est par le biais justement de l'action sociale, on peut l'appeler comme on veut, je veux dire action sociale, action philanthropique, ce que vous voulez. Mais il est très, très, très important de remettre l'homme au centre de tout. Et ce que nous sommes en train de vivre actuellement, à l'échelle internationale, là il ne s'agit pas simplement du Maroc, montre que nous sommes dans une situation où la boîte de Pandore s'est ouverte. C'est ouverte. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à comprendre. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont se faire exploser? Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui, du jour au lendemain, se mettent sur Internet alors qu'ils évoluent dans une famille normale, alors qu'ils ont un parcours normal, et un beau jour, on les retrouve chez Daesh. Ça, à mon sens, le fond du problème, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est détraqué dans nos sociétés? Ce qui s'est détraqué, ce qui s'est perdu, à mon sens, c'est cette proximité. C'est cette proximité à l'autre. C'est cette perception de l'autre. Et je crois qu'au niveau peut-être des entreprises, parce que l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes, d'accord? Je crois que tout un chacun, au fond de lui-même, prend conscience de la nécessité d'agir pour que son environnement soit plus marqué par l'éthique, par l'égalité et par la reconnaissance de l'autre. Alors, moi, Karima, je vous donne la parole et puis après on prendra 2 dernières questions parce que le temps passe, donc il faut qu'on... Je voudrais bien compléter. On parlait tout à l'heure en début de séance de la nécessité de professionnaliser le secteur associatif. Pour moi, c'est primordial, comme professionnaliser nos pratiques aussi de mécénat à l'intérieur des entreprises. Donc ça suppose aussi de pouvoir gagner en crédibilité, réussir aussi à imposer des budgets et des ressources humaines qualifiées, parce que la professionnalisation, ça passe par là. Et dans le secteur associatif, pour nous être en contact, vous disiez tout à l'heure, vous parliez un petit peu de votre démarche à la Banque Populaire. Nous aussi, on est en contact avec plusieurs types d'acteurs associatifs, donc des grosses structures, des grosses fondations, mais beaucoup d'associations de proximité. Et moi, je vois une tendance, et c'est des micro-associations, qui font un travail formidable. Et de plus en plus, quand on se rencontre, eh bien, ils sont en train d'essayer quelque chose auquel moi je crois beaucoup et qu'on devrait peut-être inciter, enfin en tout cas cadrer, peut-être encourager, c'est le co-développement. C'est le co-développement entre plusieurs micro-associations pour faire avancer un programme bien précis et avoir un impact plus important. Et vraiment, il y a de belles histoires qui sont en train de se créer. Et voilà, et ça encore, on parle de maillage, d'échange, de lien. Je pense que ça, c'est une pratique à encourager. Voilà. Monsieur? Oui, merci. Je voudrais poser une série de questions comme tout à l'heure et voir justement de l'intérieur comment fonctionnent les fondations. Alors, quel type de statut? Quel type de gestion, de management ou mode de gouvernance? Quelles ressources humaines, financières? Quel champ couvert? Quel bilan vous faites justement de vos actions? On vous remercie justement de la qualité de vos présentations. Et vous aviez parlé de la responsabilité sociale de l'entreprise ou de l'entreprise citoyenne. Madame Balafrège a demandé à ce qu'on défiscalise les dons. Vous ne pensez pas que l'une des responsabilités aussi de l'entreprise, c'est aussi de s'acquitter de leurs obligations fiscales? C'est un préalable, monsieur. Donc, si on lutte contre l'évasion fiscale, si on lutte contre l'évasion la fuite des capitaux, si on milite pour le recrutement aussi des jeunes diplômés, ce sont des actions pour faire reculer la précarité, faire reculer les disparités. Et dernière question, vous aviez parlé de la professionnalisation. Est-ce que vous avez intégré justement le levier formation comme axe stratégique dans la professionnalisation? Merci. Alors, si possible, assez rapidement. Il y a beaucoup de questions. Alors, d'abord sur la structuration, la gouvernance. Pour le cas de la Fondation Alliance,
On est une petite équipe de 5 professionnels qui viennent du champ social ou du champ culturel, avec des accompagnateurs sociaux. Nous avons intégré la formation, puisque par exemple nos accompagnateurs sociaux sont des jeunes, en général des diplômés au chômage, que nous formons comme travailleurs sociaux et que nous recrutons à temps plein. Ils sont salariés de la Fondation et nous les déployons dans les quartiers. Nos statuts sont ceux très classiquement d'une association à but non lucratif. Donc on rentre dans ce cadre-là. Je pense que c'était la première partie de votre question. Je ne sais pas si sur ce plan-là, mes collègues ont... Nous fonctionnons un petit peu de la même manière, sauf que, à l'instar de ce qui se passe dans les grandes banques, et je pense que Madame Abdelkader, ça doit être son cas également, il y a ce que l'on appelle talent et partage, et je crois coup de pouce pour vous, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs peut être amené à investir le champ du social, et pour chaque dirham versé par un collaborateur, 2 fois est versé par la banque. Donc pour pousser le collaborateur à investir le social. Pour ce qui concerne s'acquitter de ses impôts, je pense que les banques étant les premiers contributeurs fiscaux du pays, je pense que ça ne pose absolument aucun problème. Simplement, comme vous le savez, un don est une charge. Et comme toute charge, elle doit être déductible. Le problème de la fondation, si vous n'avez pas la qualité de RUP, c'est-à-dire reconnu d'utilité publique, nous ne pouvons pas déduire cette charge à l'instar de n'importe quelle autre personne. Donc du coup, l'ensemble des fondations, enfin je parle pour la mienne, pour celle de... Nous fonctionnons comme une marque, c'est-à-dire nous sommes une simple marque et le statut étant veilleuse, donc nous sommes une direction de la banque. Pardon, excusez-moi. Et d'où l'importance, on en parlait tout à l'heure entre nous, d'où l'importance d'essayer de faire évoluer les choses et d'avoir peut-être un cadre vraiment bien précis pour le mécénat d'entreprise, qui est quand même quelque chose de particulier. On va prendre une toute dernière question, si vous voulez bien, parce qu'on arrive à terme, monsieur. Alors une dernière question, François Debiès, Fondation de l'Orangerie et Admical. Un thème dont on n'a pas parlé du tout, qui est celui de la communication. Je pense que l'enjeu du développement de la philanthropie des particuliers est un enjeu majeur partout dans le monde, peut-être en dehors des États-Unis, mais en tout cas clairement chez nous, en France, et clairement au Maroc. Vous avez démontré que le bilan était déjà extrêmement positif, mais qu'il y avait encore des enjeux formidablement importants en termes sociaux en particulier. Je pense que pour que cette philanthropie se développe, il y a une condition indispensable, c'est qu'on en parle plus. Vous avez, madame, utilisé un terme qui me paraît adapté, c'est celui des belles histoires. Je pense que la philanthropie, c'est beaucoup de belles histoires, et que plus on raconte de belles histoires, eh bien, plus on a de chances de susciter de l'émulation et des nouveaux philanthropes. Donc ma question est très simple. Avez-vous l'intention, tout ensemble, avec d'autres, de promouvoir la philanthropie, d'organiser des communications adaptées au développement de cette philanthropie? On s'est promis en rentrant à Casa de nous faire un bon gueuleton, voilà, avec un bon verre de thé, et de réfléchir à tout ça. Maintenant, pour revenir à la question de la communication, oui, il faut communiquer, mais trop de communication peut aussi tuer. Je pense que là, et sur la question de la philanthropie, à mon sens, c'est un domaine qui est extrêmement fragile. Il faut savoir comment communiquer. Oui, voilà. Moi, je te rejoindrai là-dessus. Voilà, c'est sur la manière de communiquer. En fait, je pense qu'il faut être très vigilant. Oui, il faut mettre en lumière les projets. Mais il faut communiquer en essayant vraiment de pousser plus les projets que les mécènes. Bon, voilà, que soi-même. Il faut avoir une logique de communication qui est différente des logiques de communication publicitaire classique. Ça, c'est quand même voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut. C'est vrai on essaie tous, je crois, dans nos fondations respectives, de privilégier l'action, c'est vrai, beaucoup à la communication. Maintenant, c'est une question de dosage. On parlait beaucoup du terreau culturel et de cette discrétion qui est dans le don, qui est très, très présente. Je crois que maintenant, on a passé ce cap qu'on a un petit peu décrit de structuration, de professionnalisation des fondations d'entreprise, et donc, on se doit de davantage communiquer, ne serait-ce que vis-à-vis de nos bénéficiaires, pour qu'ils comprennent bien aussi pourquoi on est là, pourquoi on fait cela. Et maintenant, pour
parler davantage de la promotion de non pas de nos actions philanthropiques, mais de la philanthropie au Maroc. Je pense que c'était la question. Je crois qu'on se doit aujourd'hui, nous, acteurs, de se structurer. C'est vrai que je crois que ces dernières années, en tout cas c'était notre cas, nous on est une fondation très jeune, on n'a même pas 5 ans, on s'est concentré sur le fait de faire bien un travail philanthropique d'entreprise et de mener à bien des projets. Maintenant, peut-être le temps est venu pour que voilà, c'est un autre niveau de maturité. Je pense qu'on est peut-être beaucoup prête à s'y engager. Oui. Pour ne pas être la 5e table ronde, une journée entière consacrée au mécénat et à la philanthropie au Maroc, ce serait peut-être le bon moment. Si vous permettez, monsieur, je vais vous raconter une belle histoire parce que je la trouve touchante. C'est les chiffonniers du Maroc. C'est un projet. Les chiffonniers, c'est vraiment ce qu'on appelle le quart-monde au Maroc. Ce sont les gens qui ramassent nos ordures un petit peu partout et qui font les poubelles. Et il y a eu une association dont je fais partie, à part de mes obligations professionnelles, qui s'appelle L'Heure Joyeuse, et qui a entamé de créer un véritable métier du chiffonnier. Et nous avons donné à ces gens-là le sentiment d'être fiers de ce qu'ils font, en leur expliquant qu'ils sont là pour promouvoir un Maroc propre, pour faire du développement durable, pour faire un certain nombre de choses. Et on leur a donné une carte, et on leur a donné des habits, en leur disant, voilà, vous êtes des chiffonniers, vous êtes habillés comme ça, vous avez une carte, vous êtes quelqu'un d'important, vous contribuez à... Et ces gens-là ont eu le sentiment d'être quelqu'un d'important. Et ils ont eu vraiment ce sentiment d'exister, d'être quelqu'un. Bon, après, il y a tout ce qui va avec. Il y a le mqaddam, attention, il ne faut pas favoriser l'exode rural. Attention, il y a tout ce qui est... il y a une véritable mafia des chiffonniers parce qu'il y a des grossistes à faire. On rentre dedans, on rentre dans des trucs absolument incroyables que j'ai découverts. Mais je trouvais que c'était quand même une belle histoire. Parce que ces gens-là, ils avaient appris à être fiers d'eux-mêmes. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette belle histoire. Nous arrivons au terme de la table ronde. Je vous remercie les 4 intervenantes d'avoir joué le jeu. Je remercie aussi l'Institut du monde arabe d'avoir consacré, non pas la dernière, mais la plus longue de ces tables rondes à la philanthropie, puisque nous avons duré 1h30. Et je vous invite tous à rejoindre le Parvis sous la tente, un cocktail, pour finir cette journée autour d'un verre. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, simplement, avant de descendre, je vous invite à récupérer vos affaires au vestiaire. On aura un autre vestiaire sous la tente pour ceux qui se joignent à nous pour le cocktail. À tout de suite.